Entre 2016 et 2017, vous avez réalisé une série de 4 expériences dans des milieux extrêmes, en Iran, en Patagonie, en Amazonie et en Sibérie. On peut parler d'une première mondiale. Techniquement, oui. L'idée, c'était de traverser les milieux les plus extrêmes, dans le moment le plus extrême. Aller dans le désert quand il fait le plus chaud, aller dans la Sibérie orientale quand il fait le plus froid, et ainsi de suite. Pourquoi ça ? L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de questionner comment notre cerveau est capable de s'adapter à des situations nouvelles, des situations changeantes et des situations complexes. Et où est-ce qu'on a ces situations complexes les plus évidentes? C'est dans ces milieux extrêmes, parce que c'est des milieux qui sont non seulement en termes de température, de climat complexe, mais c'est aussi des milieux qui offrent une versatilité, une complexité de vie qui fait qu'on est remis en cause en permanence. Et ils sont tellement complexes et extrêmes qu'on ne peut pas les projeter. Comment pouvoir imaginer moins 60 ou plus 60 degrés? On parle bien là de température à l'ombre, sous abri. Ça veut dire que quand on est au sol à plus 60 degrés, on est à 80 degrés, 82 degrés. Poser la main dessus, ça fait mal. Le cerveau supporte très mal ce genre de conditions. Imaginons qu'à 60 degrés, si on se met en plein soleil, les cellules gliales, donc ce qui est la partie graisseuse du cerveau, peut fondre. Il y a eu des cas de mort par fonte de cellules gliales. Le fameux coup de chaleur dont on entend parler parfois est à l'extrême ceci. Imaginons à moins 60 degrés. La température chaude gèle immédiatement quand elle sort du corps. Donc, la moindre souffle gèle instantanément. Donc, tout votre corps se transforme en bonhomme de neige. Alors, Christian, on va commencer par cette première aventure dans le milieu le plus chaud du monde. Le point le plus chaud du monde, c'est le fameux désert du Lut. Ça se trouve en Iran. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Je précise aussi aux internautes qui nous écoutent, qui peuvent poser nos questions sur les expériences de Christian Clot. On y répondra en direct. Parlez-nous donc de ce fameux désert de l'Iran. Le Lut, le Dart Lut en Iran, qui est un désert extraordinaire qui mélange territoire rocheux, territoire sableux et des énormes concrétions hydro-éoliennes qui sont splendides. C'est l'endroit qui est depuis 10 ans maintenant le plus chaud du monde. Alors encore une fois, le plus chaud, il évolue dans la planète. Ce n'est pas toujours le même endroit. On a des pics. Là, on parle plutôt de moyenne, de constante. Donc en plein été, on est entre plus 50 et plus 60 degrés durant la journée. La nuit, évidemment, un peu plus frais. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a une notion de permanence dans la notion d'expédition, à savoir est-ce que le milieu vous offre en permanence quelque chose qui vous met en défaut. Et heureusement, dans le désert, on vit quelque chose d'horrible la journée. Moi, il faut imaginer les 5 premiers jours. On est dans une situation où c'est tellement violent en termes de climat que j'arrive même pas à lire une ligne d'un livre. Ah oui, je suis couché par terre, je ne peux plus bouger. Parce qu'il y a une donnée qu'on oublie. On parle souvent de température. Mais l'humidité est le vrai problème. 2% d'humidité. C'est-à-dire que la moindre molécule d'eau sort du corps. Mais juste cette volonté, justement, d'aller mettre votre corps à l'extrême avec ses sensations extérieures, c'était justement pour comprendre votre corps davantage, pour répondre à des questions... Le corps, oui, mais surtout le cerveau. Surtout votre cerveau. Le constat, il est très simple aujourd'hui. On parle énormément du cerveau partout, mais toutes les études qu'on fait sur le cerveau sont en laboratoire, un peu sur humains et beaucoup sur animaux. Moi, je suis persuadé que notre cerveau, confronté à des situations réelles, il ne réagit pas tout à fait de la même manière. Donc, si je ne peux pas arrêter l'expérience, par exemple, si je n'ai pas un bouton d'arrêt pour dire « Ok, j'en peux plus », comment ça se passe vraiment? Notre cerveau, il se transforme. Plus le danger est grand, plus il réagit différemment. Et moi, je veux comprendre ce qui se passe quand on est dans des changements profonds. Qu'est-ce qu'un humain face aux crises actuelles et aux changements de demain? Et ça, on doit aller travailler sur le cerveau, dans sa réalité, et non pas seulement dans une idée un peu aseptisée de ce qui se passe dans une boîte blanche. Alors justement, Christian, on voit des images à l'écran de votre expérience, de vos expériences justement en milieu extrême. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans ce désert à plus 60 degrés? Donc, dans chacun des milieux, je faisais une traversée. Le but est de ne pas rester au même endroit, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est quand même intéressant d'avoir cet objectif, cette envie de. Et puis ensuite parce que si on reste au même endroit, on peut installer un système qu'on peut maîtriser. Or, si on change tous les jours d'endroit, forcément, à chaque fois, on est soumis à quelque chose de nouveau. Donc dans ce milieu, par exemple, là, on le voit à l'écran, j'ai des capteurs que j'essaie d'utiliser pour mesurer un certain nombre de données sur le cerveau, la cognition, l'électricité, parfois même l'oxygénation. On est en test aussi, on teste plein de choses parce que ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais testé l'humain, le cerveau, avec des tels outils dans ces conditions-là. Donc on essaye, on fait des exercices de cognition, on prend des prises de sang évidemment, des prises salivaires, le rythme cardiaque. On a des outils très très précis qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier une petite chose, on parle beaucoup d'exploration et on dit des fois que la technologie tue l'exploration. A contrario, la technologie permet aujourd'hui d'aller chercher des choses qu'on n'aurait jamais pu explorer il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière. Les outils que j'avais pesaient 15 kilos. Il y a ne serait-ce que 10 ans, ça aurait été 62 kilos.
pour avoir l'équivalent dans la mesure. Donc voilà, c'est extraordinaire de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ces milieux le permettent. Alors une question justement d'un internaute, Pierre, qui nous dit combien de temps pour vous préparer à ces épreuves? Quelle était la phase de préparation? La phase de préparation, c'est, en réalité, j'allais dire, c'est 10 ans ou 2 ans, je ne sais pas. Moi, ça fait 10 ans, suite à pas mal d'expériences, que j'ai commencé à réfléchir sur la capacité humaine d'adaptation aux situations extrêmes. J'ai monté pas mal de recherches de différents domaines, mais il manquait la cognition. Et c'est en 2015 que je décide de fonder le groupe de recherche adaptation et de monter un programme d'études à longue échelle, dont la première étape a été ces 4 fois 30 jours en solitaire. Dans la deuxième étape est aujourd'hui actuelle, puisqu'on teste d'autres types de protocoles, notamment sur des ultra-trailers ou sur des personnes qui font des choses un peu particulières sur le terrain. Et la troisième étape sera, on l'espère assez vite, d'emmener des gens dans ces terrains en groupe. Et non pas cette fois des explorateurs comme moi qui ont 20 ans d'expérience avec l'obligation de pousser à l'extrême une situation, mais monsieur et madame, entre guillemets, tout le monde, sans aucune vulgarité dans ce propos, hein, mais de tester aussi bien une personne qui travaille dans les Vosges en tant qu'agriculteur qu'une personne qui est chercheur au CSA, de pouvoir mettre un groupe d'humains, 10 femmes et 10 hommes, dans ces mêmes situations et de pouvoir non seulement, cette fois, confirmer les hypothèses qu'on a, parce qu'elles sont importantes, mais aussi voir comment un groupe, une interaction sociale fonctionne dans le changement. Guy, justement, ça vous inspire quoi, ces expériences un peu extrêmes? Parce que vous y avez été confronté, vous étiez proche aussi de l'Ertalé, des températures absolument incroyables. L'Ertalé, le désert d'Anaki, d'Alol, on a des températures. Moi, j'y étais en septembre. En septembre, on a eu 52 de température. Marcher sous le soleil avec une température de 52 degrés, avec des sacs, eh ben, effectivement, le cerveau réagit différemment, ça travaille, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement? Est-ce que c'est le plus chaud ou le plus froid? Parce que là, on a parlé du plus chaud, vous avez été également, je crois, c'est en Sibérie, où vous avez expérimenté des températures de moins 54, si je me souviens bien. Moins 58. Qu'est-ce qui est le plus dur pour l'organisme, et pour le cerveau d'ailleurs, parce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est l'adaptation au grand froid ou l'adaptation aux grosses chaleurs? Là, plus que de grosses chaleurs, c'est très complexe. La grande chaleur peut faire fondre les cellules, donc vous pouvez mourir en quelques heures, la grande chaleur. Par contre, vous avez une chose extraordinaire, c'est que la nuit, vous avez un répit. Soudainement, vous avez cet objectif de vous dire, dans quelques heures, il fera moins chaud. Alors que quand on est à moins 58 degrés dans la nuit, dans la tente, la journée va faire moins 45. Donc vous êtes toujours dans un froid extrême. Donc cette permanence est très compliquée à gérer. Mais le plus dur, pour moi, c'est reste la Patagonie australe dans les canaux marins. Ce n'est pas le climat le plus extrême, mais c'est le plus versatile. Vous ne savez jamais ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Vous commencez à naviguer par un beau temps sympathique, et en quelques minutes, vous pouvez avoir une rafale de 250 km/h qui vous balaye et qui change tout. Donc, ne jamais savoir, et dans cette impermanence, et c'est ça qu'on essaie de comprendre, parce que demain, l'humain va être confronté à de plus en plus d'impermanence, de changements, de modifications. Est-ce qu'on est capable de subir autant de modifications? C'est toute la question. En ce sens, la Patagonie est un milieu extrêmement intéressant à observer. Et le quatrième milieu, vous en avez parlé justement dans le récit de vos aventures, c'est l'ultra-humidité. Moi, c'est ce qui me ferait presque le plus peur, cette humidité à 100% en Amazonie. Comment ça se vit concrètement? Est-ce que c'est peut-être pas ça le plus déprimant, presque, le plus dur à vivre? Non, alors paradoxalement, moi c'était le milieu, comme beaucoup de monde, qui m'inquiétait, parce que aussi peut-être j'avais que le moins d'expérience. Donc on parle là de 100% d'humidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de molécules d'eau qui peuvent rentrer dans l'atmosphère puisqu'elle est saturée. Donc en fait, vous transpirez différemment. Vous allez beaucoup plus aux toilettes parce que la transpiration ne se fait plus correctement. Vous avez cette sensation de chaleur qui colle à la peau. Bon, à côté de ça, et vous avez ce que tout le monde craint en Amazonie quand même, c'est ces fameux animaux qui vous attendent tous pour vous sauter dessus. Et puis quand vous entrez les premiers jours, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vous attendent, qu'au plutôt ils sont cachés, que vous ne les voyez pas, puis vous commencez à créer une relation très différente avec ce milieu. Et je dirais, il ne faut pas oublier une chose, c'est que des 4 milieux dont on parle, c'est le seul où des humains vivent en permanence. Donc c'est un milieu vivable. Simplement, nous, on projette des choses dedans, aussi parce qu'il est fermé, parce que cette forêt est dense, parce qu'il y a un côté oppressant, parce qu'on se fait plein d'images. Et ça, c'est une chose très importante des expéditions qu'on fait et des études qu'on fait. C'est que finalement, qu'est-ce qui est le plus dangereux? La réalité du terrain ou la projection qu'on s'en fait et l'état d'esprit dont on se met avant d'y rentrer. Donc il y a un vrai aspect psychologique en fait dans la recherche que vous faites. Il y a l'aspect psychologique, mais il y a surtout pour la toute première fois, et c'est vraiment ça la première, d'étudier la transformation physiologique du cerveau. À savoir est-ce que des zones se forment, se créent, se déforment, se disparaissent. On voit des modifications et ça c'est très nouveau de pouvoir étudier ça quasiment en direct. Et ce mélange cognition, psychologie, physiologie, terrain, c'est vraiment ce qu'on appelle une étude intégrative qui permet non plus de questionner une petite zone d'un système pour voir si dans son cas il fonctionne d'une telle manière, mais d'étudier un ensemble, un humain, parce que nous sommes d'abord des humains et nous devons oublier
l'idée que nous sommes des parties différentes. Aujourd'hui, on a des neurones dans l'estomac, on en découvre dans d'autres parties du corps, tout est relié. Et il y a une chose qu'on oublie trop, et c'est ce qui nous différencie peut-être de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ce qu'on constate dans tous ces milieux-là, c'est que ma décisionnalité m'aide à tenir le choc, c'est vrai, mais ce qui m'a permis de survivre et de dépasser les situations, c'est ce que j'ai ressenti en termes d'émotion, c'est l'émerveillement que je ressens par rapport à une situation. Quand vous êtes écrasé dans le désert, ça fait 5 jours, vous ne pouvez pas lire une ligne, vous pensez que vous êtes foutu, vous n'avez aucune chance. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un petit événement qui se passe, vous réouvrez les yeux et vous voyez le coucher de soleil devant vous, qui est juste magique. Et là, soudainement, vous vous raccrochez à quelque chose. Il n'y a pas seulement hier qu'il y a quelque chose de bien, mais il y a demain qui peut être merveilleux. Et ça vous redonne une envie potentielle de créer pour aller vers ce demain. Et cette solitude, comment elle se vit justement? Il y a aussi l'aspect solitude, il n'y a pas que l'aspect du milieu extérieur, il y a l'aspect je suis seul dans ce milieu extérieur. Dans ce cas-là, effectivement, j'étais seul dans ces 4 expériences, cet aspect solitude est énorme. Et je dirais peut-être une des plus difficiles choses à gérer, surtout aujourd'hui où on est interconnecté en permanence. L'impression d'ailleurs, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les personnes à qui je raconte ça, j'avais aucun téléphone iridium, aucun système de communication. Tout le monde pense qu'on peut communiquer partout et c'est une logique. Là, on coupe ça, d'abord, ça n'aurait pas été possible d'en avoir pour diverses raisons, mais couper ça, c'est intéressant. Effectivement, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin des autres. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je parle à haute voix, je parle à mon chapeau, je parle à mon chariot, je me parle à moi tout seul. Et on a découvert, il n'y a pas si longtemps, que cette notion de parler à haute voix, bien au contraire d'être une folie, était la meilleure solution pour un humain seul de résister et de se retrouver dans la sensation qu'il est toujours un humain. Alors Christian, est-ce que nos internautes auront sans doute envie de suivre un peu vos aventures et d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a un site internet où est-ce qu'on peut suivre? Oui, il y a 2 solutions les plus simples, entre guillemets. C'est le site internet adaptationxp.com. Là où on donne quelques infos. Et puis le fil de l'info maintenant, comme presque tout le monde, c'est donné par Facebook. Donc c'est Adaptation by Christian Clot, Adaptation, où là on continue d'être en suivi. Et puis non seulement de raconter ce qu'on vit, mais aussi d'essayer de questionner notre capacité humaine aujourd'hui à vivre demain et à interagir avec l'ensemble des changements. Parce que je crois qu'une expédition, et Stéphane l'a dit avec l'ensemble des explorateurs qu'on a cités, c'est d'abord pour construire tous ensemble demain et faire en sorte que nous puissions vivre encore sur cette planète, nous humains, mais avec tous les systèmes qui nous entourent, biologiques, minéraux et autres. Et je pense que cette notion du minéral vivant, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tout à fait. Alors Christian, quand on vous entend, on a le sentiment que le monde de l'exploration reste un rêve ou un cauchemar, inaccessible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. La Société des explorateurs français que vous représentez aujourd'hui tous les deux et le voyagiste Nos Mains d'Aventure proposeront dès octobre 2008 une série de voyages encadrés par des explorateurs renommés. Le calendrier de ces voyages sera disponible dès cette fin d'année sur le site du voyagiste Nos Mains d'Aventure.